Sommet franco-africain de Vittel, concertation accrue pour trouver une solution au problème du Tchad et appel à l'OUA. L'anniversaire de la Constitution, célébré à l'Hôtel de Ville de Paris en l'absence des représentants de la majorité, Valéry Giscard d'Estaing et Michel Debré s'élèvent contre toute modification de la loi électorale sans consultation suffisante. Humaniser le séjour des enfants dans les hôpitaux, une série de mesures préconisées par les pouvoirs publics dont l'hospitalisation possible de l'enfant avec l'un de ses parents. Football, demain France-Espagne, en vedette Marius Trésor qui bat le record de sélection qui était celui jusqu'ici de Roger March. Madame, Monsieur, bonsoir. Dominant la salle, un immense buste de Marianne. Au parterre, près d'1 millier de personnes, des ambassadeurs, des parlementaires, des conseillers de Paris, 2 anciens présidents du Conseil constitutionnel. Au premier rang, un ancien président de la République et tous les anciens premiers ministres de la Ve République. Un extraordinaire rassemblement de personnages pour une fois réunis à l'invitation du maire de Paris, Jacques Chirac, pour commémorer le 25e anniversaire de la Constitution. Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel avaient décliné l'invitation qui a été pour l'opposition, au-delà de ses divisions, l'occasion de faire front. Jean-Louis Le Senne. À coup sûr, ce sont les hommes les plus photographiés de la journée. Raymond Barre, comme mis à l'écart, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré, le père de la Constitution de 1958, Valéry Giscard d'Estaing, devisant avec Jacques Chirac par-dessus la tête d'Alain Poher, le président du Sénat, suivi de Maurice Couve de Murville et de Pierre Messmer. Tous les chefs politiques de la Ve République étaient là, tous, sauf François Mitterrand et Pierre Mauroy. Nous ne pouvons que regretter que certaines des plus hautes autorités de l'État enlèvent à ce jour, par leur absence, le caractère d'unanimité nationale que justifiait cette commémoration et que j'aurais souhaité lui donner. Après avoir rappelé tous les acquis de la Constitution modifiée en 1962 pour y intégrer l'élection du président de la République au suffrage universel, Michel Debré s'en est pris directement à ceux qui souhaitent aujourd'hui changer le système électoral en le dosant de proportionnel. Le scrutin majoritaire a si clairement contribué à la stabilité des gouvernements. Il est à ce point lié à la bonne marche des institutions qu'à mes yeux, une consultation populaire par référendum s'impose avant toute altération. En pareil domaine, ne pas consulter le peuple, c'est craindre son verdict. Valéry Giscard d'Estaing, le dernier à prendre la parole au cours de cette manifestation organisée par le maire de Paris, M. Giscard d'Estaing est allé plus loin. Il a prôné la réconciliation et dans un registre différent, il s'est opposé lui aussi à une réforme du scrutin. Je mets en garde contre un changement de loi électorale qui viserait à détourner l'expression politique des Français et à rendre plus difficile la conduite du redressement. Si donc un changement devait être proposé au pays, l'engagement doit être pris de ne l'approuver que s'il recueillait la majorité de chacune des 2 assemblées. Ainsi donnerait-on la preuve qu'il s'agit d'une règle commune, élaborée en commun par le corps politique français et non d'une manipulation de circonstances. Giscard, Barre, Chirac, 3 hommes qui ambitionnent le même avenir politique et que ce matin, Marianne a réuni pour la première fois en public. 3 hommes dans un même bateau. Des discours très vigoureux prononcés donc ce matin. On retiendra bien sûr la symbolique et aussi l'offensive concertée contre les projets du gouvernement, surtout en ce qui concerne la modification probable de la loi électorale. Albert Duroy. L'absence des représentants de la gauche au 25e anniversaire de la Ve République a transformé cette commémoration en meeting politique d'opposition. Meeting unitaire, sans doute, puisque les 3 principaux leaders, Giscard d'Estaing, Chirac, Barre, se retrouvaient ensemble. Mais personne ne peut être dupe. Aujourd'hui, unis dans l'opposition, les 3 hommes seront demain concurrents
lorsqu'il s'agira de monter à l'assaut du pouvoir. Les mots et les images, d'ailleurs, ne trompent pas. Jacques Chirac, l'organisateur attentif à ne pas commettre d'excès dans la polémique, Valéry Giscard d'Estaing, le souverain, distribuant les bons points à chacun des présents, Raymond Barre, silencieux et renfrogné dans son coin. Des trois, c'est le seul qui n'était pas en vedette aujourd'hui. Leur côte à côte se transformera un jour en face à face. Mais ce que la cérémonie a aussi révélé, c'est leur commune inquiétude devant la menace que représente une modification du mode de scrutin pour les législatives. Tout système qui débloquerait le partage de la France en deux camps modifierait complètement le paysage politique. Qui peut dire ce que ferait le Parti socialiste si un jour son alliance électorale avec le Parti communiste n'était plus indispensable pour gagner? Qui peut dire aussi si les composantes de l'UDF, qui vont de la droite conservatrice au centre réformiste, resteraient solidaires si chacune pouvait exister séparément? Dans les antichambres du pouvoir, on affecte de dire que la question n'est pas à l'ordre du jour. Admettons, mais elle le deviendra sans nul doute lorsque le chef de l'État le jugera utile. L'initiative dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, appartient au président, gardien des institutions, ainsi que le rappelaient pour s'en féliciter les orateurs de ce matin à l'Hôtel de Ville. L'enjeu sur lequel l'opposition entend en tout cas mobiliser l'opinion devient donc celui du remplacement du scrutin majoritaire qui jusqu'ici, sous la Ve République, régit les élections législatives. Pour comprendre la portée d'une modification de cette loi vers un système d'élection à la proportionnelle, Patricia Charnelet nous rappelle les caractéristiques des deux systèmes. Actuellement, la règle est le scrutin majoritaire. Ses avantages sont connus. Il assure la présence d'une majorité solide et stable à l'Assemblée nationale. Il permet aux électeurs de donner à un gouvernement les moyens nécessaires pour diriger. Il est donc efficace. Mais en accentuant le poids du parti majoritaire, il écrase les petits partis et il fige l'opinion publique en deux grands blocs. Le scrutin proportionnel, lui, autorise une représentation de tous les partis. Il est donc juste. Mais en éparpillant les voix, il rend difficile la constitution d'une majorité stable et il renforce le rôle des partis politiques. Avec un tel système, par exemple, le Parti socialiste, en juin 1981, n'aurait pas eu à lui tout seul la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans son programme, François Mitterrand avait promis d'introduire cette proportionnelle aux élections. Qu'en est-il aujourd'hui? Officiellement, la question n'est pas d'actualité. Mais on parle de plus en plus d'un scrutin mixte. La majeure partie des députés resteraient élus au scrutin majoritaire, les autres, une centaine environ, seraient élus à la proportionnelle. L'idéal dans cette affaire serait de concilier l'efficacité et la justice. Un rêve qui pourrait séduire une majorité de Français, puisque d'après les sondages, ils sont pratiquement autant à préférer le scrutin proportionnel que le scrutin majoritaire. Consultation dans les coulisses, déclaration à la tribune, le 10e sommet franco-africain a terminé ses travaux ce soir à Vittel. Des travaux largement dominés par le problème du Tchad. Le président Mitterrand a rencontré ce matin en tête-à-tête et en marge du sommet le président tchadien Hissène Habré et c'est une concertation élargie entre Africains sur le principe du maintien de l'intégrité territoriale du pays que la France souhaite maintenant voir aboutir. Sur place à Vittel, Bernard Fradino. Les deux grands principes rappelés ce soir au moment où la réunion se termine sont le respect de l'intégrité des territoires, principe valable pour le Tchad comme pour tout autre pays. Deuxièmement, priorité à la négociation. La conciliation doit se faire entre Tchadiens eux-mêmes. C'est à l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, que le président Mitterrand a demandé une médiation pour aboutir à un cessez-le-feu consacré par un départ des armées étrangères du Tchad. L'armée française, en tout cas, ne se fera pas prier pour rentrer. Il faut, ajoute M. Mitterrand, aller très vite vers la paix. Le fait d'avoir réuni 39 pays, 25 chefs d'État, et que tous aient dit, on ne peut pas toucher en droit à l'intégrité du Tchad, et donc finalement, en fait, et qu'ils aient dit aussi, ceux qui recherchent la négociation ont raison, et que parmi ceux qui approuvent cette démarche soit le président de l'État tchadien, c'est tout de même, comme on dit maintenant, c'est un terme à la mode, une avancée par rapport au balancier entre la paix et la guerre
le conflit ou la négociation, mais aussi par rapport au dilemme posé ici ou là, Tchad retrouvant son unité ou Tchad rompu. Voilà ce qui doit permettre aux négociateurs que nous ne sommes pas de commencer ou de continuer leur travail sur des bases plus solides. On sait où 39 pays de l'Afrique souhaitent aller. Je crois que c'est une utile contribution, Monsieur Bortoli, et si je ne dis pas que cela va aboutir dans les 8 jours à une solution heureuse pour le Tchad, il n'empêche que cette contribution devrait être très bien entendue du côté de l'OUA. Dans notre dernier journal à 23h30, un débat sur la politique africaine de la France opposera 2 députés qui font partie de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, le socialiste André Bellon et l'UDF Alain Madelin. 2 nouveaux ministres entrent dans le gouvernement Mauroy pour remplacer de nouveaux sénateurs. Paul Quilès devient ministre de l'Urbanisme et du Logement en remplacement de Roger Quillot, qui laisse son nom à la réforme des rapports entre locataires et propriétaires. Paul Quilès était jusqu'ici secrétaire national du Parti socialiste et préparait activement son prochain congrès. Jean-Michel Mercurol nous en brosse le portrait. Candidat de la gauche à la mairie de Paris, Paul Quilès avait précisément fait du logement l'une de ses priorités dans sa campagne contre Jacques Chirac. 41 ans, un abord un peu froid, Paul Quilès est l'un des principaux lieutenants de François Mitterrand dans l'opposition. Organisateur de sa campagne présidentielle en 81, il est de ceux à cette époque qui font le plus barrage aux rocardiens dans le Parti socialiste. Devenu numéro 3 du PS, il se signale comme un dur lors du congrès de Valence. Paul Quilès a adhéré en 72 au lendemain de la signature du programme commun. Il est en 78 le premier socialiste à remporter un siège de député à Paris. Réélu en 81, il est battu au municipal dans son propre arrondissement par le chiracien Jacques Toubon. Comme secrétaire à l'organisation du PS, il était jusqu'à aujourd'hui l'un des principaux organisateurs du prochain congrès socialiste de Bourg-en-Bresse. Autre nomination au secrétariat d'État auprès du ministre de la Défense, Jean Gattel, 35 ans, député socialiste du Vaucluse, remplace François Autain. Comme lui, il est membre du CRS et il était jusqu'ici secrétaire de la Commission de la Défense nationale. Assemblée nationale, l'opposition a annoncé aujourd'hui son intention de déposer une motion de censure portant sur l'ensemble de la politique du gouvernement dès la semaine prochaine. La motion sera déposée par le RPR et soutenue par l'UDF. Nous n'entrerons pas dans la polémique, l'heure est à l'union pour aller de l'avant. C'est la réponse du berger à la bergère, ou plutôt celle d'André Lajoigny, président du groupe communiste de l'Assemblée, à Lionel Jospin. Le premier secrétaire du Parti socialiste, invité hier soir de l'heure de vérité, avait appelé le Parti communiste à faire preuve de plus de solidarité à l'égard de la politique du gouvernement. J'envisage toujours une rencontre au sommet avec Yuri Andropov. Si une telle rencontre peut être bien préparée et offrir des chances de succès, c'est ce que vient de déclarer à Washington le président Reagan en présentant aux responsables du Congrès de nouvelles propositions américaines sur la réduction des armes stratégiques. L'idée d'éliminer des armes nucléaires anciennes chaque fois qu'une nouvelle arme intercontinentale sera mise en place par l'une ou l'autre des 2 superpuissances. À l'étranger encore, nouveau durcissement du climat social et politique au Chili. Le dirigeant syndical Rodolfo Seguel a été arrêté aujourd'hui alors qu'il était à la tête d'une manifestation contre le régime. Emprisonné à plusieurs reprises, il avait été libéré le 20 septembre dernier. Situation tout aussi tendue en Argentine, à moins d'1 mois des élections générales. Le président de la Banque centrale a été arrêté pour s'être opposé à la politique financière du régime. Par ailleurs, le mot d'ordre de grève générale lancé par les syndicats a été très largement suivi aujourd'hui. Un journaliste interpellé par la police est placé en garde à vue pendant plusieurs heures alors qu'il n'a fait que son métier. Cela s'est passé en Corse aujourd'hui. Le correspondant de l'AFP en Corse avait été seul convié à une conférence de presse clandestine de l'ex-FLNC la nuit dernière. Les représentants de l'ex-FLNC ont affirmé aux journalistes avoir eu des contacts avec le gouvernement depuis octobre 82 jusqu'à l'affaire Orsoni. Ils ont affirmé aussi, je cite leurs propos, que seul un processus
processus de décolonisation et la reconnaissance du peuple corse comme seule communauté de droit pourront désamorcer la situation. Au-delà de cette nouvelle initiative de presse de l'ex-FLNC, la mise en garde à vue de notre confrère de l'AFP, qui a été finalement relâché en fin d'après-midi, cette nouvelle affaire illustre une fois encore la crise ouverte en Corse entre la presse, la police et la justice, Paul Lefebvre. Tout à fait, Christine. Ce qui se passe en Corse est l'exemple des difficultés, des ambiguïtés plutôt des relations entre la presse, la justice et la police. D'abord, quelques règles simples. Là-bas, plus qu'ailleurs, tout le monde essaye de manipuler tout le monde. Par exemple, personne n'est assez naïf pour croire que le commissaire Broussard et ses hommes, qui sont loin d'être sots, hésiteraient longtemps avant d'utiliser la presse pour faire avancer une enquête en tout bien, tout honneur. C'est le jeu, nous le savons, comme nous, journalistes, savons aussi prêcher le faux pour savoir le vrai. Autre règle, le journaliste est coincé par la loi. S'il ne cherche pas l'information et s'il n'essaie pas de vérifier avec quelle difficulté, il répercute simplement ce que l'on veut bien lui dire, demi-vérité ou mensonge. Dans ce dernier cas, il peut être poursuivi et on s'en prive pas pour diffamation. S'il cherche, comme par exemple Jean Vierbert de l'AFP Ajaccio, on l'accuse, ou tout juste, de complicité ou de connivence. En Corse, disons-le franchement, les policiers, ou presque tous, pensent que les journalistes favorisent les nationalistes en cherchant les sensationnels, et les journalistes, ou presque tous, pensent que les policiers veulent les censurer ou leur mentir. Même situation d'ailleurs avec l'ensemble des courants politiques. Mais il est vrai aussi que le journaliste doit faire la part des hypocrisies des autres et se rendre compte qu'on se sert de lui. Sans la presse, personne n'aurait rien su. Démission marginale du capitaine Baril en Corse. Sans la presse, personne ne saurait que ce même capitaine Baril a été chargé en 82 d'une mission de contact avec Jean-Marie Rouillant, d'Action Directe, pour obtenir sa reddition et sans doute des renseignements. Là, un journaliste, Jacques Basselon du Matin, a été témoin. On ne pourra pas dire que c'est faux. Par parenthèse, on en vient naïvement à se demander si le capitaine Baril, mandaté par la cellule antiterroriste de la présidence, ne devient pas le baudet abandonné aux frappeurs parce que ses missions secrètes, y compris pour la justice, tiens, on pourra en parler, sont devenues publiques. En somme, la vieille règle, si vous êtes découvert, on ne peut rien pour vous. Moralité, Christine, les journalistes ne sont pas des petits saints, c'est vrai, mais ils ne sont pas les seuls. L'un des plus gros groupes industriels français malades de l'acier trouve une bouée de sauvetage, une bouée lancée par l'État et les banques. Le groupe Creusot-Loire va bénéficier d'apports financiers jusqu'à concurrence de 6 milliards de francs, ce qui n'empêchera pas des réductions d'effectifs. 4 500 suppressions d'emplois ont déjà été annoncées, les syndicats en craignent 7 000. Un nouveau produit d'épargne vient d'être lancé sur le marché français. On vous en vante les mérites dans le courrier que vous recevez de votre banque, à ses guichets ou sur les ondes. Son nom est presque prime sautier, le Codévi. Philippe Sassier nous en explique l'intérêt et le sens. Banques et réseaux d'épargne se préparent à ouvrir tout grand les bras et les portes des coffres-forts aux épargnants des Codévi. Ce sont des dizaines de milliards qui sont en jeu. En effet, il devient beaucoup plus intéressant d'avoir de l'argent sur un Codévi que sur un simple compte bancaire ou sur un livret B. D'où l'ardeur apportée par tout le monde à tenter sa clientèle. D'autant plus que le Codévi représente une mini-révolution. Il permet aux banques de marcher sur les plates-bandes des caisses d'épargne. C'est la première fois que toutes les banques, le Crédit Agricole et les caisses d'épargne offrent ensemble, sur une base complète d'égalité de concurrence, un frère jumeau du livret A, qui était jusqu'à présent le privilège des caisses d'épargne et subsidiairement du Crédit Mutuel. Ça va donc accroître la concurrence banque-caisse d'épargne. Je ne dirais pas que ça l'accroît, parce que ça donnerait l'impression qu'il y a un phénomène nouveau. Ça la rétablit. Jusqu'à présent, les banques étaient disqualifiées dans ce type de service vis-à-vis des épargnants, puisqu'elles n'avaient pas à leur disposition l'équivalent de ce dont disposaient Caisse d'épargne et Crédit Mutuel. Les caisses d'épargne ne restent pas l'arme au pied. L'écureuil ne peut pas s'endormir sur ses noisettes. Le livret A n'est plus l'arme absolue. Le Codévi offre exactement les mêmes avantages que lui. Et depuis quelques jours, la bataille publicitaire fait rage. Défi, vous avez dit défi? Je crois qu'il ne faut tout de même pas exagérer l'ampleur du défi qui est lancé aux caisses d'épargne. En ce qui concerne l'épargne d'une façon générale, le Codévi va d'abord et certainement mordre, si je puis dire, sur l'épargne traditionnelle du type livret B. Et à ce titre, les caisses d'épargne ne seront probablement pas plus atteintes que les autres réseaux. Pour ce qui concerne le livret A, il est évident qu'il y a pour les caisses d'épargne un danger, mais il y a aussi un avantage dans la mesure où les caisses d'épargne vont pouvoir présenter à leur clientèle un cumul des deux produits, livret A et Codévi. Il ne faut pas oublier que le véritable enjeu des Codévi est de financer l'industrie. C'est là qu'on jugera de la réussite de la formule. Il a fallu attendre 1983
faut que les pouvoirs publics pensent moins à financer une piscine dans chaque municipalité et à pousser l'épargne vers les usines et vers les emplois. Ça aussi, c'est une nouveauté. Remplacer les larmes par un sourire, tel est le but, selon l'expression du secrétaire d'État à la Santé, Raymond Hervé, tel est le but de la circulaire que les pouvoirs publics ont adressée aux directeurs d'hôpitaux. Il s'agit d'améliorer le séjour des enfants en milieu hospitalier, de le rendre moins traumatisant pour eux et aussi pour leurs parents. Parmi les recommandations ainsi suggérées, la possibilité pour la mère ou pour le père de rester à l'hôpital avec son enfant. Jérôme Camille. 850 000 enfants chaque année font un séjour à l'hôpital. Pour ces enfants, c'est une coupure avec leur famille, avec la mère en particulier. C'est une épreuve sur le plan affectif et psychologique que certains enfants supportent mal. La présence des parents à l'hôpital, c'est aussi un trait d'union entre l'enfant, les médecins et les infirmières. Les infirmières ne sont jamais ou rarement incommodées par les parents et par les mamans en particulier. Les mamans sont très demandeuses de renseignements, mais les infirmières s'arrangent toujours pour les donner avec beaucoup de précision. Elles expliquent en début de journée le déroulement de la journée. Les parents savent comment ça va se passer pour toute la journée, et au fur et à mesure que les examens se profilent dans le calendrier de la journée, en quelque sorte, eh bien, les infirmières reprécisent les choses, et puis ça se passe en général très bien. Cette formule qui exige la participation active des parents existe dans le privé, elle va désormais se généraliser dans les hôpitaux publics. Non seulement les parents peuvent rester s'ils le souhaitent, toute la journée, au moment des examens près. Les parents ne souhaitent pas très souvent rester en présence des infirmières au moment des examens un petit peu délicats ou difficiles, mais ils ont la possibilité de rester déjeuner dans un endroit tout proche des lieux d'hospitalisation. Je crois que du point de vue psychologique, l'avantage est énorme. C'est le camion. Puis t'as cassé le camion. Tu as vu? Tu l'as cassé? Vous connaissiez déjà cette formule? Oui, parce que j'ai déjà été hospitalisée, si on peut dire, avec lui. Il avait 3 mois, il a été opéré d'une hernie. Et là, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. J'ai dormi à l'hôpital, j'étais dans la même chambre que lui. Et bon, bah là, c'était très important, je dirais, surtout pour moi, dans le sens où lui, n'ayant que 3 mois, ne se rendait pas du tout compte de ce qui lui arrivait. Mais bon, bah, mon mari comme moi-même étions très inquiets de savoir qu'il allait être opéré. Et donc être là pour voir comment il réagissait, l'entourer, c'était très important pour nous. Disons que c'était notre participation à ce petit malheur. Quel que soit les Français font moins d'enfants. En un an, le nombre des naissances a baissé de 6,8% selon les premières estimations de l'INSEE. La baisse de la natalité est particulièrement nette dans les régions de la moitié nord du pays qui jusqu'ici affichaient les plus forts taux de natalité. La vidéocommunication, c'est en clair le champ d'application du Vidcom, le salon qui a lieu en ce moment à Cannes et qui va des micro-ordinateurs aux jeux vidéo. Exposants français et étrangers se battent en fait pour conquérir un marché en pleine expansion, mais où les Français ne sont pas nécessairement bien placés. Philippe Dumez. La France va-t-elle se mettre en marge d'un mouvement qui paraît ici au Vidcom inéluctable, à savoir celui d'un monde où toutes les informations dans tous les domaines passent par l'image? En tout cas, rares sont les exposants français qui ne se posent pas la question. Ce jeune ingénieur, par exemple, a pu fonder une société et trouver l'argent qu'il n'avait pas en 8 jours aux États-Unis. Grâce à ses bénéfices, il a pu créer une entreprise en France, mais il lui a fallu 4 mois. Et pourtant, son système d'enseignement par ordinateur et vidéo est unique au monde. Ingénieur de Supélec, il croit à la révolution qui est en cours et qui allie informatique et vidéo et où la politique n'est pas exclue. Une génération est née avec la télévision, maintenant une génération née avec l'informatique, c'est ma génération. J'ai toujours été formé à l'informatique, j'ai fait des études d'informatique et ma pensée a donc été modifiée. Ma pensée n'est plus celle de Descartes. Ma pensée est maintenant la pensée d'un informaticien, c'est-à-dire plus circulaire, si je puis dire. J'ai appris à me servir de l'information, à savoir comment la puiser, comment la retrouver. Autre sujet de préoccupation de ce salon, la grogne des professionnels de la vidéo grand public. Ils n'apprécient pas du tout les mesures assez contraignantes prises par le gouvernement à leur égard. Alors que dans des pays du type allemand, germanique
du type anglo-saxon, la vidéo se développe d'une manière tout à fait libre et normale. En France, on veut en rétrécir la diffusion. Pourquoi veut-on en rétrécir la diffusion? Ceci est une question gouvernementale à laquelle je ne répondrai pas. En revanche, la question à laquelle je répondrai, c'est qu'en moins d'un an de temps, nous avons eu 4 attaques directes, financières, fiscales, sur le plan de la vidéo. On peut penser que le gouvernement veut garder une part de son monopole en privilégiant la télédistribution par câble au risque de faire sombrer tout un pan d'une industrie qui se veut dynamique. Mais il faut aussi reconnaître que presque tout le matériel vidéo grand public est importé, ce qui n'est pas bon pour notre balance des paiements. Les industriels européens ont aussi beaucoup de mal à s'entendre pour contrebalancer chez eux l'invasion japonaise et américaine, alors que c'est peut-être le meilleur marché du monde actuellement. Football, Michel Hidalgo a annoncé aujourd'hui la composition de l'équipe de France qui rencontrera l'Espagne demain au Parc des Princes. 3 joueurs entraîneront leur première sélection. Il s'agit du Nantais Ayache, du Stéphanois Zanon et du Parisien Lemou. Mais c'est surtout un record qui va être battu au cours de ce match France-Espagne, un record vieux de 24 ans, celui des sélections en équipe de France. Marius Trésor, 33 ans, portera le maillot tricolore pour la 64e fois. Il battra ainsi Roger March qui comptait 63 sélections. Lionel Chamoulot. Pour Roger March et pour les joueurs de l'équipe de France, le match France-Espagne, c'était un peu le match du Père Noël. Je crois quand même qu'il manque quelque chose à votre carrière. Oui, c'est le petit but que tout le Parc des Princes réclame. 17 décembre 1959, une date mémorable, Roger March joue son 63e et dernier match. 61e minute, March inscrit le seul et unique but international de sa carrière. Et c'est contre l'Espagne encore que Trésor battra le record d'un joueur qu'il ne connaît pas. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, j'ai eu le plaisir de le voir simplement évoluer à la télé lors d'une rétrospective qu'il y avait à la télé, donc c'est la seule fois que j'ai pu le voir. Marius Trésor en chiffres, 5656 minutes passées sous le maillot bleu depuis 1971. 28 victoires, 17 nuls, 18 défaites et 4 buts marqués. Une sélection de plus pour un record. Alors, cadeau? Oh non, je l'ai sélectionné tout simplement parce que c'est un bon copain, alors je dis pourquoi il ne serait pas avec moi. Non, pas du tout. Marius Trésor est là parce qu'il le mérite. Marius, on connaît sa fidélité, sa loyauté à l'équipe nationale. Après plusieurs blessures, c'est le 3e retour de sa carrière en équipe de France. Trésor sera demain la grande attraction. Au fond de moi-même, ça me fait très plaisir, mais disons que toute la pression qu'il y a autour du match me fait un peu peur. Espérons que la fête sera totale pour Marius et que les défenseurs espagnols sauront se tenir, en particulier Goycochea, celui-là même qui avait commis la terrible agression sur Maradona il y a 15 jours. Un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Eh bien, je vous le dis tout net, l'insouciance météorologique, c'est fini. C'est fini car octobre se manifeste. Oh, ce n'est pas très méchant. Regardez la photo satellite. Ces nuages, nous les devons toujours à la perturbation située sur l'Atlantique et qui descend sur la France. Et elle descend parce que l'anticyclone, lui, se décale de plus en plus vers le sud-est. Tout cela nous donne comme tendance sur la carte de demain un littoral méditerranéen et une Corse qui n'ont rien à craindre. Il fera beau. En revanche, des nuages partout qui s'établiront progressivement descendant dans le sens des flèches. Ils ne seront pas très méchants, même s'ils donnent quelques pluies, ils laisseront place aussi à de belles éclaircies. En bref, c'est un temps variable. Le baromètre est en légère baisse. Même chose pour le thermomètre. Minimum 19 degrés à Lille et à Cherbourg, maximum 27 degrés à Lyon et à Toulouse. Demain, nous serons le mercredi 5 octobre, le soleil se lèvera à 6h56, il se couchera à 18h21. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, mais avec des fleurs. Avec des fleurs. Un très beau disque aussi que vous pourrez trouver à partir du 10 octobre et jusqu'au 10 novembre dans tous les bureaux de poste français. Et le profit de la vente de ce disque où vous trouvez à la fois de la musique classique et certains de vos chanteurs favoris, le profit de la vente de ce disque ira à l'Association pour la recherche sur le cancer. Dans un tout autre registre, un nouveau venu dans les kiosques, un guide de cuisine qui vous propose toutes les semaines 40 recettes pour la semaine. Voilà, à 23h30, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, Daniel Bilalian vous présentera Antenne de midi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.